Bonjour. Après la tempête, le calme, l'avenir de la patrouille des glaciers est assuré. La course de ski alpinisme hérite d'une nouvelle structure, une fondation pour l'organiser après des mois de tension. L'association de soutien qui l'organisait jusque-là est écartée. On ira dans le sud de la France, en Provence, Alpes, Côte d'Azur, où l'extrême droite peut espérer encore gagner les élections régionales, au lendemain d'un premier tour où le Rassemblement national a fait un résultat beaucoup moins élevé que prévu. Quelles sont aujourd'hui les stratégies des partis de gauche pour faire barrage ? Si vous avez été détrempé par les orages violents hier soir en fin de journée, vous vous posez peut-être des questions sur les raisons de ces pluies diluviennes et autres grêlons en ce premier jour d'été, où en certains endroits les précipitations ont atteint 20 litres par mètre carré en une demi-heure. Les explications, on les entendra d'un météorologue. Et si vous n'avez certainement pas attendu ce premier jour d'été pour vous balader dans votre forêt ou montagne favorite, vous serez peut-être charmé de vous balader sur les traces de personnalités qui ont toutes séjourné en Valais. Churchill, Chaplin, Simone Veil, Gustave Courbet et d'autres encore. Un livre qui vient de sortir nous fait découvrir leur regard sur le canton et pour quelles raisons ils l'ont choisi, et d'autres anecdotes encore et secrets même sur ce destin commun. Ce livre s'appelle 7 personnalités en Valais. Son autrice, Brigitte Glutz-Rudin, nous le présente en direct d'ici une vingtaine de minutes. Et des balades en frais cet après-midi sous un temps assez ensoleillé avec des passages nuageux et des averses ou orages qui se généraliseront en fin de journée. Les nuages, justement, ceux-là, ils se lèvent sur l'avenir de la patrouille des glaciers. Le canton du Valais et la Confédération présentent une feuille de route pour pérenniser l'organisation de la célèbre course de ski alpinisme. Après des mois de turbulences, l'association de soutien sera écartée au profit d'une nouvelle fondation. Étienne Cocher, on vous retrouve en direct de Sion. C'est un nouveau départ pour la patrouille des glaciers. Oui, la patrouille des glaciers, c'est une course populaire, une carte de visite pour le Valais et pour l'armée suisse qui l'organise. Voilà la conviction affichée ce matin par Viola Amherst et Frédéric Favre, la conseillère fédérale et le conseiller d'État valaisan, qui tentent ensemble de faire le ménage parce que depuis des mois, la collaboration s'est détériorée entre l'armée et l'association de soutien, de promotion et de gestion de la patrouille des glaciers. Collaboration aujourd'hui suspendue. La semaine dernière, l'inspection valaisanne des finances ne relevait pas de malversation, rien de pénal, mais elle critiquait les rémunérations élevées pratiquées par cette association, jusqu'à 930 000 francs sur 5 ans pour son président. Le rapport pointait aussi la fragilité de tout le dispositif actuel. Les autorités veulent donc tourner la page, consolider l'organisation. Et alors Étienne, que va-t-il se passer dorénavant ? Le sponsoring et la promotion de la patrouille des glaciers seront repris par une nouvelle fondation dont les dirigeants seront nommés par le Conseil d'État valaisan. L'association, la SPDG, elle sera écartée. Elle s'est entendue avec les autorités. Elle va céder ses droits sur la marque à la future fondation ainsi qu'une partie de ses fonds, les 3/4 selon Frédéric Favre, même si les détails ne sont pas encore fixés. Cette association ne va sans doute pas disparaître. Elle pourrait continuer à s'engager pour le ski alpinisme, mais pour Frédéric Favre, pas question d'inclure ses membres dans la nouvelle structure. L'association d'ailleurs n'était pas représentée ce matin devant la presse. Et ce nouveau système, Étienne, est-ce qu'il peut garantir l'avenir de la course ? En tout cas, c'est l'engagement pris déjà par l'État du Valais qui s'implique bien plus que jusqu'ici. Engagement pris aussi par Viola Amherst, la conseillère fédérale, pour 4 éditions au moins jusqu'en 2028. L'armée continuera d'assurer la logistique de la course. Prochaine édition en 2022, ouverture des inscriptions le 1er septembre. Merci Étienne Cocher, vous étiez en direct de Sion. Public ou pas public au JO de Tokyo? La réponse est tombée ce matin à un mois des Jeux Olympiques. Réponse, il y aura du public, mais japonais. Le gouvernement avait décidé en mars de renoncer à l'accueil des spectateurs étrangers. Jusqu'à 10 000 personnes du Japon seront donc admises dans les tribunes des épreuves. À Tokyo, Karine Nishimura. Le public sera admis dans la limite de 50% de la capacité des stades, avec un plafond à 10 000 personnes qui ne sera pas toujours atteint, mais qui sera sans doute dépassé pour la cérémonie d'ouverture. Cela correspond à la jauge définie par le gouvernement pour les autres événements prévus en juillet. Ces chiffres ne tiennent pas compte du personnel ni de certains invités, comme les groupes scolaires. Les experts et médecins voulaient des JO à huis clos, craignant un rebond épidémique en raison du relâchement prévisible de vigilance après la levée de l'état d'urgence et en raison des flux de personnes occasionnés par cet événement majeur. Tenant compte de ces risques, les organisateurs précisent que les décisions prises ce jour sont susceptibles d'être révisées si l'état d'urgence était rétabli et en vigueur au 12 juillet ou au-delà. Karine Nishimura pour RTS Info à Tokyo. Au lendemain des élections régionales en France, les regards se tournent vers la région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'extrême droite peut encore espérer gagner. Le candidat vert a décidé de maintenir sa liste au deuxième tour, fissurant ainsi le front républicain. Alexandre Abbé, vous êtes en direct de Paris. Pourquoi une telle décision ?
Alors d'abord, le Rassemblement national a fait un résultat beaucoup moins élevé que ce qu'annonçaient les sondages. À la tête d'une liste de gauche, l'écologiste Jean-Laurent Félicia a estimé dans ce contexte que le président de droite de la région, le sortant Renaud Muselier, peut encore gagner au second tour puisqu'il est au coude à coude avec le candidat lepéniste Thierry Mariani. Ensuite, le retrait de sa liste qui a fait autour de 15% signifierait qu'aucun élu de gauche ne siégerait au conseil régional comme c'est déjà le cas depuis 6 ans. Écoutez-le hier soir. La vérité, c'est que les citoyens de gauche attendent autre chose que l'effacement de leurs valeurs, de leurs idées. Nous continuerons à faire campagne pour notre projet, pour l'emploi, le climat et les services publics. Nous serons une opposition claire et déterminée au service de ces idées. Et la pression monte chez ses alliés de gauche et même au sein de son propre parti pour qu'il jette l'éponge. Oui, à l'image du Parti socialiste et des communistes, la direction des Verts au niveau national ne soutiendra pas cette liste, comme l'a dit Yannick Jadot, le chef de file des écologistes. C'est une erreur politique. Nous ne pouvons pas prendre le risque que l'ami, le complice du boucher de Damas, Bachar el-Assad, je parle de Thierry Mariani, on ne peut pas laisser le risque que Thierry Mariani dirige une région. Et donc j'appelle mes amis écologistes de PACA à revenir sur cette décision. La stratégie du Front républicain qui consiste à se retirer pour faire barrage à l'extrême droite est un véritable crève-cœur pour les militants locaux qui préfèrent donc siéger dans l'opposition plutôt que ne pas siéger du tout. La pression va continuer de s'exercer depuis Paris vers la base régionale jusqu'à demain soir, dernier délai pour le dépôt des listes. Alexandre Abin en direct de Paris, merci. Et le deuxième tour des élections régionales en France aura lieu dimanche prochain. Nous avons consommé moins d'énergie l'année passée en raison de la pandémie, moins de trajets en avion, en voiture ou moto. Ces diminutions ont diminué près de 11% la consommation d'énergie par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de l'énergie. Mais pas que. La baisse générale de l'activité économique, ajoutée à des conditions météorologiques plus chaudes que l'année précédente, ont également contribué à abaisser notre consommation d'énergie. L'air conditionné a néanmoins peut-être bien tourné chez vous ces derniers jours pour vous rafraîchir des vagues de chaleur et d'humidité avant que les gros orages d'hier notamment ne rafraîchissent votre nuque. Et ils étaient intenses, ces orages, en particulier dans le canton de Fribourg. 2 orages entre 15h et 19h. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 140 reprises, principalement pour des inondations. Les précipitations ont atteint 20 litres par mètre carré en une demi-heure, certains endroits. Personne n'a toutefois été blessé. Ces dernières années, on assiste à une augmentation du volume des précipitations, mais pas forcément à une hausse des orages violents. Dean Gilles, prévisionniste chez Météo Suisse, répond à Céline Fontana. Je suis pas sûr qu'on assiste forcément à des orages plus violents qu'avant. On assiste plutôt à des événements de précipitation extrêmes plus importants qu'avant. Ça s'explique en fait que dans une masse d'air qui devient progressivement plus chaude, on peut contenir plus d'humidité. Et donc cette humidité, elle doit bien se précipiter à un moment donné. Est-ce que ça c'est finalement lié à l'augmentation des canicules ? Effectivement, on a des canicules de plus en plus fréquentes et aussi plus prolongées. Tout est un peu lié parce que les canicules, en fait, ça aide à humidifier la masse d'air. Donc, on crée en fait de l'air chaud et progressivement humide. Et quand une perturbation arrive dans cet air chaud et humide, ça peut donner d'abondantes précipitations. Pour la semaine qui vient, par contre, les températures sont à la baisse. Oui, alors là, on a des températures qui vont devenir simplement, on va dire, de saison. Avant, on était au-dessus des normes. Mais donc, plus d'orages aussi violents à l'horizon ? A priori, non. Là, on peut encore avoir quelques averses, quelques orages, mais normalement, à moins d'une grosse surprise, il ne devrait pas y avoir d'orages violents. A priori, non. Là, on peut encore avoir quelques averses, quelques orages, mais normalement, à moins d'une grosse surprise, il ne devrait pas y avoir d'orages violents. À moins d'une grosse surprise, en tout cas, le soleil alors devrait être de retour. Dean Gilles, prévisionniste chez Météo Suisse, répondait à Céline Fontana. Il faut encourager les entreprises genevoises à favoriser des alternatives à la voiture individuelle. C'est la volonté des autorités et des principales organisations économiques du canton. Et ensemble, elles présentaient ce matin un règlement précis à ce sujet, Adrien Krause. À disposition des vélos électriques pour les collaborateurs et collaboratrices, dissuader les employés d'utiliser leur voiture en limitant les places de stationnement sur site ou encore développer le télétravail. Voilà quelques-unes des pistes évoquées pour agrémenter ces plans de mobilité que chaque entreprise est incitée à mettre sur pied en fonction de son activité, de sa structure et de sa taille. Des plans de mobilité non obligatoires mais encouragés donc par les autorités genevoises et les fêtières de la place. Pour ce faire, des séminaires et des formations seront notamment proposés aux employeurs intéressés. Par ailleurs,
D'ailleurs, à partir de 2022, des labels seront délivrés aux entreprises ayant franchi le pas, cela afin de valoriser leurs efforts. L'objectif à terme, c'est de réduire le nombre de voitures pour faire baisser les nuisances sonores, la pollution de l'air et le trafic pendulaire dans un canton qui a enregistré encore à ses frontières 600 000 mouvements routiers par jour avant la crise. Des objectifs fixés en outre par l'ambitieux plan climat présenté récemment par les autorités, lui qui prévoit notamment de baisser de 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Merci Adrien Krause. Le canton de Vaud veut surveiller attentivement l'ordre judiciaire cantonal et pour parvenir, il se dote d'un conseil de la magistrature. Celui-ci exercera une haute surveillance, je cite, disciplinaire et administrative sur l'ordre judiciaire vaudois. Le canton, il entend ainsi corriger les erreurs du passé. Xavier Alonso. Oui, l'ordre judiciaire vaudois est marqué par l'affaire Claude Dubois. Ce récidiviste avait assassiné la jeune Marie en 2014 après être sorti de prison muni d'un bracelet électronique. Le rapport a posteriori avait montré que le conflit entre différentes autorités de surveillance avait facilité cette funeste erreur d'appréciation. On le voit, la justice aussi peut dysfonctionner. Après 10 ans de discussions politiques, le canton de Vaud, à l'image de ce qui se fait déjà dans les cantons voisins et un peu partout en Europe, veut se doter d'un nouvel organe de surveillance de ses magistrats, ses procureurs et aussi instaurer une plus grande simplicité. Christelle Luisier, conseillère d'État en charge des institutions. Alors le maître mot de ce projet, c'est la simplification de la surveillance, mais c'est aussi, et en particulier, de garantir la séparation des pouvoirs, l'indépendance juridictionnelle des tribunaux, puis d'avoir finalement un conseil de la magistrature indépendant qui puisse exercer l'ensemble de la surveillance sur les autorités judiciaires. Mais la composition de ce conseil de magistrature, Xavier, il fait débat. Oui, ce conseil de la magistrature est composé de 9 membres, dont 3 personnalités externes au milieu judiciaire, pas suffisant pour certaines formations politiques à gauche qui l'estiment pas assez indépendant et promettent de le combattre. Les débats au Grand Conseil s'annoncent âpres. Christelle Luisier. Ce que j'espère, c'est que nous aurons de bons débats au niveau du Grand Conseil, ce qui permettra d'avoir un consensus. Si nous arrivons avec un projet équilibré, nous pourrons aussi faire passer le message auprès de la population. En effet, Yves, ce projet de loi nécessite une révision de la Constitution. Il sera dès lors soumis au vote des Vaudois, probablement en juin 2022. La date est notée. Merci Xavier Alonso. Si vous êtes détenteur d'une hypothèque, vous en avez sans doute entendu parler. Le fameux taux Libor, soit le taux interbancaire calculé à Londres et qui servait de référence aux hypothèques à court terme. Ce taux Libor va définitivement disparaître à la fin de l'année. Il est remplacé par le Saron, un taux de référence sur le marché suisse. Alors faut-il opter pour le Saron ou privilégier la sécurité en choisissant une hypothèque à taux fixe? C'est ce que nous allons voir avec vous, Sylvie Belzer. Oui, mais commençons d'abord peut-être par le contexte. Si le Libor est appelé à disparaître, c'est suite à des scandales de manipulation, car le Libor est fixé en fonction d'estimations et non pas de réelles transactions. Mais en le remplaçant par le Saron, cela implique aussi un changement du mode de calcul, comme l'explique Jean-Pascal Bechler, conseiller économique à la BCV. Alors typiquement, pour une hypothèque qui était indexée sur le Libor, on regardait combien valait le Libor pour les 3 mois suivants. Donc on connaissait le taux en avance. Par contre, le Saron est un taux qui est dit au jour le jour. C'est-à-dire que c'est un taux qui est valable aujourd'hui pour demain, demain pour après-demain, etc. Donc en fait, on peut connaître le taux effectif uniquement à la fin de la période sur laquelle est calculé le taux d'intérêt. Mais alors Sylvie, compte tenu des taux qui sont actuellement très bas, ne faudrait-il pas saisir cette occasion pour transformer un produit à très court terme en hypothèque à taux fixe sur une longue échéance ? C'est bien toute la question que doivent se poser les détenteurs d'hypothèques Libor. On en compte 20% aujourd'hui en Suisse, selon la BNS, contre 80% qui ont opté pour un produit à taux fixe. D'autant qu'une hypothèque à 10 ans se négocie actuellement quasiment au même taux, à savoir 1%, mais fixer un taux, c'est aussi perdre en souplesse. Les deux solutions ont leurs avantages et leurs désavantages respectifs. Le taux fixe, vous avez une prévisibilité sur le long terme. Par contre, si vous devez dénoncer de manière anticipée le contrat, vous pourrez être amené à payer une pénalité. Et ça peut arriver si vous déménagez, ou parce qu'on divorce, ou pour toute raison pour laquelle vous devriez devoir vendre de manière anticipée votre bien immobilier. Par contre, une hypothèque à court terme, l'avantage, c'est la possibilité d'amortir, donc c'est une liberté qu'on a là. Le désavantage, c'est qu'on est exposé aux risques de taux qui peuvent augmenter très rapidement. Mais je crois que là, il faut vraiment se faire conseiller pour trouver la bonne solution.
L'idéal est donc peut-être d'avoir plusieurs tranches d'hypothèque avec des échéances différenciées, histoire de ne pas devoir tout renouveler à un moment qui pourrait être très défavorable. Merci Sylvie Belzer. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed remet son siège en jeu. Un premier test électoral pour le favori de ces élections législatives qui se déroulent aujourd'hui. 37 millions d'électeurs et d'électrices sont attendus aux urnes. Noé Ochebodin, vous suivez ce scrutin depuis un bureau de vote dans le centre-ville de la capitale, Addis Abeba. Noé, malgré le fait qu'une partie du pays ne peut pas voter, il y a beaucoup d'espoir soulevé chez les électeurs. Les électeurs ont fait la queue tôt ce matin avant même l'ouverture des bureaux de vote qui avaient 40 minutes de retard. La file ne fait que s'allonger depuis, on compte jusqu'à 2 heures d'attente. Ici à Addis Abeba, il y a évidemment beaucoup d'espoir. Les électeurs nous racontent qu'ils se sentent libres de voter pour la première fois, surtout après les scrutins de 2010 et 2015 marqués par les nombreuses irrégularités. Plusieurs avouent n'avoir qu'une chose en tête au moment de glisser leur bulletin dans l'urne, celle de ramener la paix en Éthiopie, car en effet aujourd'hui environ 20% des circonscriptions ne peuvent pas voter. C'est principalement dû à l'insécurité et aux conflits intercommunautaires qui ont explosé, faisant encore des centaines de morts ces dernières semaines. Ces quelques 20% du pays voteront donc début septembre, si la situation le permet, alors que dans la province du Tigré, ravagée par la guerre, le vote est complètement annulé. Noé Ochebodin pour RTS Info, Addis Abeba. Les résultats sont attendus début juillet. Il est à l'agonie, le dernier média d'opposition hongkongais, en passe de mettre la clé sous la porte. Réuni en urgence ce matin, le conseil d'administration du quotidien pro-démocratie Apple Daily doit confirmer sa décision vendredi. Il est dans le collimateur des autorités. Le journal fait l'objet de pressions sans précédent. Michael Pecker, vous êtes à Shanghai et sauf rebondissement, l'édition de samedi devrait être la dernière. Ah oui, le groupe n'est plus en mesure de rémunérer ses journalistes, de payer ses frais d'exploitation. Ses avoirs d'environ 50 millions de dollars ont été gelés par le gouvernement la semaine dernière. Une confiscation faisant suite à une importante descente de police dans les locaux du quotidien. Le rédacteur en chef et 4 de ses adjoints ont été arrêtés. Leur tort, la publication d'éditoriaux appelant à des sanctions internationales à l'encontre des autorités suite à la reprise en main musclée de Hong Kong par le gouvernement chinois. Tous sont accusés de collusion avec l'étranger en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Ce texte imposé par Pékin il y a tout juste un an et qui punit toute opposition au Parti communiste. Cette annonce, Michael, c'est un coup dur pour la liberté de la presse à Hong Kong. Oui, ou ce qu'il en reste, une liberté qui s'est réduite comme peau de chagrin avec cette nouvelle loi. Le système de gouvernance autoritaire du continent s'insinue peu à peu partout dans tous les secteurs de la société à Hong Kong. Le pouvoir s'en cache à peine. Il souhaite voir disparaître l'Apple Daily avant le 1er juillet, date anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et centenaire du Parti communiste. Il faut se débarrasser de la pomme empoisonnée, écrit aujourd'hui le Global Times, quotidien chinois proche du pouvoir. Michael Pecker à Shanghai. En football à l'Euro, on joue aujourd'hui les derniers matchs des groupes B et C avec des résultats qui concernent directement la Suisse. Jérôme Gendin. Bah oui, dans le groupe C, les Pays-Bas sont déjà qualifiés. La deuxième place se jouera entre l'Autriche et l'Ukraine qui s'affrontent dès 18h à Bucarest. Alors les Suisses vont suivre ce match avec intérêt en espérant qu'il n'y ait pas match nul. Dans l'idéal, il faudrait que l'Ukraine ou l'Autriche s'imposent ce soir. Et si c'est le cas, la Suisse fera un pas important vers les huitièmes de finale. La Suisse aurait encore une chance de valider son ticket dans la soirée. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 conditions nécessaires pour que la Suisse se qualifie parmi les meilleurs troisièmes. Alors, je viens d'en mentionner une avec ce match Ukraine-Autriche. La deuxième serait remplie si la Belgique bat la Finlande ce soir, ce qui paraît assez probable. Troisième possibilité, c'est que le Danemark batte la Russie. Et puis, un match nul ferait aussi les affaires de la Suisse qui devancerait les Russes à la différence de but. Alors, c'est pas tout simple, Tout va s'éclaircir petit à petit d'ici mercredi. Ce qu'il faut retenir, Yves, c'est que la Suisse possède tout de même de bonne chance de voir les huitièmes de finale. Et on croise les pouces. Merci beaucoup Jérôme, et tous ces matchs sont à suivre évidemment sur RTS 2. Le 12-30, Yves Zano. Winston Churchill, Charlie Chaplin, Gustave Courbet, Farinet, le général carthaginois Hannibal, Saint-Mayol, Simone Veil, ces personnalités, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, elles ont toutes quelque chose en commun. Saurez-vous dire laquelle ? Eh bien, elles ont toutes vécu en Valais pour un certain temps et pour des raisons diverses, santé, politique, nécessité. Bonjour Brigitte Glutz-Rudin. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire, pédagogue, écrivaine. Vous nous présentez votre 3e et dernier livre. Il s'intitule 7 personnalités en Valais aux éditions Slatkin. Merci d'être avec nous en duplex de notre studio de Genève. Brigitte Glutz-Rudin, c'est un livre qui a germé dans votre enfance valaisanne grâce à votre grand-père, votre père. Comment exactement ? Alors, Winston Churchill, c'était grâce à mon grand-père qui était belge et qui était
quelqu'un qui s'est battu contre les Allemands au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Winston Churchill était quelqu'un qui était un grand inspirateur pour mon grand-père. Il avait ses mémoires dans le chalet de vacances en été. Et puis, il ressemblait du reste un peu à Churchill. Il fumait les mêmes cigares que lui, les cigares Villiger. Et vous évoquez également, Brigitte Glutz-Rudin, vos balades avec votre papa sur ces chantiers enneigés. Vous chantiez des chansons à la découverte de différents monuments, sites, murs, certains aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, Charlie Chaplin était notre voisin de vacances. Nous avions un chalet au-dessus de Crans-Montana. Et Charlie Chaplin louait un très grand, très beau chalet pour lui et toute sa famille. Donc, je cherchais toujours à le voir. Et puis, je pense que si je l'avais croisé, je ne l'aurais pas reconnu parce que moi, je cherchais un vieux monsieur. Et, je cherchais un monsieur, justement, qui n'était pas vieux. Je cherchais un charlot. Et puis là, c'était un vieux monsieur. Donc, même si je l'ai croisé, je ne l'ai pas reconnu. Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, le déclic pour vous, Brigitte Glutz-Rudin, vous dire, ah bah tiens, là, franchement, ça me donne envie d'écrire quelque chose sur toutes ces personnalités. Vous les avez choisies également, hein, elles ont toute une histoire un peu personnelle, on va dire. Oui, tout à fait. Le déclic, je vous l'ai dit, il est dans l'enfance, il est dans la jeunesse, mais aussi parce que c'était des personnalités extrêmement intéressantes. J'avais envie de creuser. Il fallait vraiment que le personnage m'intéresse, parce que j'y ai passé quelque temps sur chacun des 7. Et c'est un livre d'ailleurs, on y vient à l'instant, un livre conçu à la manière d'une détective. Brigitte Glutz-Rudin, vous avez dû collecter des informations les plus précises possibles et aussi des informations de première main. Oui, absolument. J'ai fait des recherches importantes, mais comme je suis bibliothécaire, ça faisait partie de mon métier. Mais trouver les héritiers, peut-être, là aussi, pour démasquer les originales, les infos originales les plus précises possibles. Exactement. J'ai essayé de trouver des gens qui pouvaient me donner des informations primaires, directes. La plupart des personnes étaient déjà mortes depuis longtemps, mais il y a quand même eu quelques témoins ou proches de témoins. Les plus faciles, j'imagine, alors on évoquait tout à l'heure Charlie Chaplin, on a beaucoup de témoignages, peut-être encore des survivants, donc vous arrivez à trouver des informations, mais peut-être d'autres, quand on pense à Hannibal, le général carthaginois, ou dernièrement, il y a aussi des études scientifiques qui disaient qu'il n'était pas passé par le grand Saint-Bernard avec ses éléphants pour essayer de contre-attaquer Rome. Est-ce que là aussi vous avez dû adapter un peu vos recherches? Oui, en fait, j'écoute tout ce que j'entends, tout ce que je lis. Et je pense que le Grand Saint-Bernard est une option qui a été mise de côté, mais peut-être un peu trop vite. Peut-être qu'en creusant, on va encore trouver autre chose. Moi, je relève 2-3 petits indices et je trouve que c'est quand même intéressant. C'est pas une hypothèse qu'il faut éjecter immédiatement. Et alors, la particularité de votre livre, Brigitte Glutz-Rudin, c'est que vous proposez, pour chaque personnage que vous revisitez, une balade qui a lieu à elle directement ou indirectement sur les traces de Churchill, de Chaplin, de Courbet, de Farinet également. Oui. C'est des balades qui ont fait peut-être ces personnalités ou qui mènent à leur lieu de vie ou de balade? Alors, il y a des balades et il y a des randonnées. Donc, ça s'adresse à tous les publics, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher, comme un marcheur entraîné, voire à un alpiniste. Il n'y a pas de varap, il n'y a pas de grimpe, mais il y a parfois, il y a des excursions qui sont un peu ardues. Des balades et randonnées pour découvrir aussi le canton du Valais, d'une certaine manière, le présenter comme eux l'ont découvert. Absolument, et puis avec toutes ces facettes très intéressantes. J'avais l'impression que je connaissais bien mon canton natal, et puis j'ai découvert plein de lieux très très intéressants. Lesquels, par exemple ? Tout ce qui est au-dessus de Fuy, toute cette forêt qui est très sauvage, les coteaux au-dessus de Fuy, c'est des endroits qui sont incroyables et il y a quasiment personne. Il y a des chemins, mais on peut s'y perdre. Il faut vraiment bien se documenter avant. Et là, c'était sur les traces de Farinet. Farinet avait une grotte au-dessus de Fuy. Et
Nous, on a dû, avec mon époux qui m'a toujours aidé, soutenu, on a dû aller se balader là-haut. Alors, il faut que les gens suivent attentivement les indications parce que ce sont des coins où on rencontre très très peu de gens. Lui-même a dégringolé aussi, hein. Farina, il se retrouve au fond de deux rochers, effectivement. D'autres balades qui vous ont surprise, Brigitte Glutz-Rudin, vous, la Valaisanne, qui ne vous y attendez peut-être pas à découvrir des lieux comme ça secrets, cachés? Alors, il y avait des choses que je connaissais déjà, mais il y a eu des balades que je n'avais pas faites. Et par exemple, celle du col du Simplon. On part du village du Simplon et on arrive au sommet du col. C'est une très jolie balade. J'appréhendais beaucoup de marcher près de la route parce qu'il y a un trafic qui est international et continu. Eh bien, j'ai été surprise en bien et c'était une balade dans l'ensemble très agréable. L'idée, on l'imagine bien aisément, Brigitte Glutz-Rudin, c'est de parler du Valais d'une autre manière, un Valais qu'on représente très souvent de façon touristique, voire trop touristique. On ne montre que les incontournables, donc l'envie de faire découvrir autre chose. Vous parlez de quelques scoops également, qui réjouiront les spécialistes. Vous nous mettez l'eau à la bouche, là. Oui, Simone Weil, par exemple, qui est une philosophe très très connue, mais par les spécialistes, pas par le grand public. Par contre, elle a une influence encore forte aujourd'hui. Eh bien, Simone Weil a séjourné quelque temps à Montana et elle a même gravi l'Alaline, qui est quand même un sommet de 4000 mètres à l'époque avec sa famille. Et que reste-t-il justement de leur passage, de ces grandes personnalités? Churchill, Chaplin, alors pour les plus grands, on connaît peut-être leur implication dans la région, dans le canton même, mais des Gustave Courbet, Farinet, Saint-Mayol, si vous l'évoquez avec Simone Weil, que reste-t-il de leur passage, à part peut-être quelques plaques commémoratives qu'on peut trouver sur le mur où ils logeaient? Quel reste-t-il de leur passage? Y a-t-il des influences politiques, artistiques, des pensées qui sont restées dans le canton? Alors pour Courbet, il doit rester des tableaux. Je suis persuadée que Courbet a peint plus que ce qu'on pense normalement, ce qu'on recense comme tableau en Valais. Alors il y en a peut-être qui sont encore cachés dans des greniers, dans des caves. Voilà. Le Valais, la Suisse aussi en général, n'est pas perçu par ces personnalités comme un refuge de luxe, une villégiature de soins ou un sanatorium pour riches et puissants. Le Valais, c'est autre chose? Oui. C'est autre chose et en même temps c'est pareil, quoi. Toutes ces personnes qui sont en Valais pour diverses raisons, elles ont quand même toutes choisi d'être en Valais. Qu'est-ce qu'il avait de si attrayant à leurs yeux, le Valais? Ils avaient tous des envies ou des besoins différents. Charlie Chaplin, c'était pour se reposer et être en famille. Winston Churchill, c'était nettement pour se ressourcer. Il avait une vie politique intense. Courbet, c'est pour se réfugier. Farinet aussi, c'est pour se réfugier en Valais, se cacher donc. Hannibal, c'est un exploit sportif, mais à des fins politiques. On n'a pas parlé de Saint-Mayol. Saint-Mayol qui a été kidnappé au Moyen-Âge dans l'Entremont, sans doute par des Sarrasins. Et qui a été libéré contre une rançon considérable. Lui, c'était par besoin de se rendre à Rome, donc des voyages entre Cluny, le monastère qu'il dirigeait, et Rome. Donc c'était pour voyager. Simone Weil, c'était pour des raisons de vacances, de loisirs au départ avec sa famille et puis plus tard pour des raisons de santé. Alors là, on le voit quand on feuillette le livre, des magnifiques photos que vous avez faites également sur les sentiers, sur les balades que vous proposez, Brigitte Glutz-Rudin. C'est un gros travail d'archives. Est-ce qu'on le trouve quelque part? Alors à part dans votre livre, une exposition est prévue, l'envie de le présenter d'une manière un petit peu plus générale. On parle beaucoup de ces livres qui sont aussi retrouvés, retravaillés pour du théâtre par exemple. J'aimerais bien, mais je ne sais pas comment. Le message est lancé. Voilà, peut-être en conclusion, Brigitte Glutz-Rudin, c'est cette personnalité en Valais que vous avez choisie. Il y en a forcément une ou deux que vous préférez Gustave Courbet, alors. C'est vrai, Gustave Courbet sera lui. Alors, c'est aussi celui qui m'a donné le plus de boulot, mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose sur lui et le Valais.
jusqu'à Moulivre. Et puis c'était un grand plaisir de découvrir ce personnage. Eh bien, vous l'avez comblé. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Brigitte Gluss-Rudin, venue pour nous parler de votre 3e dernier livre, 7 personnalités en Valais aux éditions Slatkin, le destin de ces personnalités qui sont passées par le Valais. Merci beaucoup, belle suite. Merci. Il y aura juste une séance de signature chez Payot vendredi. Eh bien, Payot... vendredi, Payot, Cornavin. Payot, Cornavin, voilà. Merci Brigitte Gluss-Rudin. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Le temps est assez ensoleillé avec des passages nuageux, développement de cumulus en cours de journée avec des averses et des orages, notamment dans le Jura et les Préalpes qui devraient se généraliser aux régions de plaine en fin d'après-midi. Il fera jusqu'à 25 degrés, jusqu'à 28 degrés en Valais. Demain matin, le temps sera assez ensoleillé en Valais, en partie ensoleillé au nord des Alpes. La météo avec De Villars, votre partenaire du copieur à la gestion électronique de documents, devillars.ch. Et c'est la fin de ce 12-30. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à la technique, Sandro Lichy, Alex Davoine. Merci, à demain pour un autre 12-30. Il est 13h sur la première.